Dans l'épisode précédent, nous avons exploré plusieurs lieux le long du cours de l'Orbe supérieur. Nous avons commencé par le lac des Rousses, considéré comme sa source. Ensuite, nous avons suivi l'Orbe à travers la Petite Laponie, le lac de Joux et le lac Brunet, avant d'observer quelques entonnoirs par lesquels l'Orbe s'infiltre dans la montagne. Une partie de l'eau de l'Orbe est captée pour la production d'électricité. Le reste s'infiltre par des chemins connus uniquement d'elle-même et ressurgit via les grottes de Valorbe à la résurgence de l'Orbe. Le réseau des grottes de Valorbe collecte principalement l'eau de l'Orbe. Plus à l'ouest se trouve un second réseau, le réseau des Feilles. Celui-ci récupère principalement les eaux du Rizou. Ces deux réseaux ne sont pas connectés. À cette image, on peut ajouter la prise d'eau de la Torna ainsi que le tunnel du train. Le vallon des grottes est une reculeille, soit un cul-de-sac créé par l'érosion d'un cours d'eau ou d'un glacier. Rejoignons maintenant l'Orbe et concentrons-nous sur le réseau des grottes de Valorbe où nous ferons la connaissance de Patrick Duria, coordinateur des expéditions aux grottes de Valorbe. Salut Patrick. Salut Jean-Claude. Christine. Bonjour. Patrick. Spéléologue émérite. Bonjour Patrick, est-ce que tu peux te présenter? Oui. Patrick Duria. Je suis spéléo depuis 50 ans et j'explore les grottes de Valorbe depuis une trentaine d'années. Très bien. Bon, voilà, c'est l'homme de la situation pour nous tenir au courant des dernières explorations. Et c'est lui qui va nous guider. Tout à fait. Oui. On n'a plus qu'à le suivre. On y va. Ok, on y va. Patrick, est-ce que tu peux m'expliquer déjà comment ça se passe, cette résurgence? Résurgence, donc ça veut dire qu'il y a un siphon. Donc il y a toute une partie de la grotte qui est noyée. Là, le siphon d'entrée, il va descendre à peu près à 10 mètres de profondeur. Après, continuer à l'horizontale. Et puis, après, descendre beaucoup plus profond jusqu'à moins 25. Ouais. La longueur du siphon, c'est 250 mètres à peu près. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de débit en fait, ou bien? Si, il y a déjà beaucoup de débit. On arrive à imaginer quel est le débit? Je pense 3 mètres cubes seconde. En crue, en très grosse crue. Donc, si on regarde la règle, 1,20 m, donc 120, Ok. il y a 40 mètres cubes seconde. Donc ça peut arriver que en fait, l'eau, elle est carrément à ras ici. Oui, tout à fait. Ok. Complètement. Elle force même sous la voûte. Hein. Tu as l'impression que la voûte n'est pas là, ça monte presque au-dessus de la voûte tellement ça bouillonne. Ah ouais. D'accord. Donc là, c'est pas la peine d'essayer de rentrer en plongée, tu te fais ressortir par le débit. Ouais. Même maintenant, c'est Ouais. difficile de rentrer en Il faut plongée. tirer, hein. D'accord. Il faut tirer sur la corde. Ouais, c'est pas évident. Autrement, ce qui est intéressant de rappeler, c'est qu'on est vraiment au pied d'une reculée. Donc c'est toute l'eau qui s'est accumulée derrière dans les réseaux souterrains, ben, elle ressort là. Elle est au pied de la falaise. Ouais. C'est la même chose que le site célèbre de Vaucluse au sud de la France. C'est une vallée close, une vallée qui se ferme contre une reculée, c'est le terme jurassien. Ok, alors on y va. On va dans les grottes. Ok. On va dans la grotte. Super. Je me réjouis. Waouh, magnifique. Lac du silence. Qu'est-ce Oui. qui s'est passé là? C'est là que les premiers explorateurs sont sortis. Donc ils ont plongé la source, hein, donc ce qu'on a vu avant, et ils sont sortis là. Et probablement ils ont été sur la plage là-bas. Dans la plage. Et comment c'est possible qu'ils arrivent à remonter comme ça le courant? Je pense qu'il y avait beaucoup moins de courant. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'eau. Et Ils ont choisi leur jour pour plonger. Ils n'allaient pas aller contre Ouais. un courant fort. Ils étaient à l'aventure, dans l'inconnu, 1964. c'était Donc, une et véritable là, donc, exploration. ils ont escaladé là, et puis ils ont commencé. Donc là, on quitte le tunnel
qui a été creusée pour le tourisme, puis on est dans la grotte naturelle. Alors elle est aménagée après, il y a toutes les passerelles, mais on est dans la grotte naturelle qu'ils ont trouvée depuis là. La suite, c'est par là? Oui, on continue. Et ça, c'est d'époque? Oui, oui. En fait, c'est un scaphandre qui a été racheté par un plongeur et puis qui a replongé la source comme à l'époque voilà. Alors là, il y a un phénomène intéressant, le lac du Mouton. On voit tout à fait le niveau qu'occupait l'eau avant les aménagements pour la grotte touristique. Donc nous sommes sous l'eau, en situation naturelle. C'est une forme de concrétionnement qui ne se dépose que sous l'eau et qui laisse un petit trottoir. Et là, il aurait fallu brièvement plonger pour passer la route. C'est plus le cas parce qu'on est des touristes. Donc, ils ont asséché l'endroit. Ils ont abaissé le niveau pour qu'il s'écoule. Et je crois, Patrick, tu me disais que de temps en temps, ça remonte quand même un peu, ils peuvent quand même de temps en temps un petit peu... Ça fait lors des périodes de hautes eaux ou de ça se remplit pluie, petit à petit. ça se remplit. On a vraiment des témoignages par le concrétionnement de ce qui s'est passé dans la grotte. C'est des traces tout à fait intéressantes. Très bien. C'est magnifique. C'est massif, là. Hein. Cette méduse, elle se forme comment? Alors, on appelle souvent ça des méduses, en effet, parce que la forme ressemble et que les hommes adorent baptiser les concrétions de noms figuratifs. Alors moi, ce qui m'intéresse comme scientifique, c'est le contraste entre le plafond, où on voit très bien les fissures du plafond, qui ont été agrandies par la dissolution de l'eau un petit peu acidifiée, et puis l'énorme masse de concrétion, de cristallisation qui se sont déposées en dessous. Schématiquement, le procédé est le suivant. L'eau qui traverse le calcaire, elle se charge en calcaire, elle débouche dans un vide, donc il y a un effet ouverture de bouteille de champagne, donc elle dégage son CO2 et ça la fait déposer un excès, milligramme par milligramme, de calcite, qui est du calcaire cristallisé, du calcaire purifié. Et puis ça, tu mets la patience, les années, les centaines, milliers, dizaines de milliers d'années, et tu construis des figures comme ça. Une cathédrale comme ça. Voilà. Écoute, c'est la rivière. En spéléo, quand on retrouve la rivière, on est tout content. Waouh, quelle force! Dis-moi, la crue comme ça, c'est quelque chose d'exceptionnel? Elle est grande? Elle est comment pour toi? C'est une petite crue. Petite? Oui, il y a beaucoup d'eau, mais c'est relativement faible. Dans les grosses crues au printemps, l'eau peut carrément monter jusqu'à la plateforme. Donc toute cette partie-là est noyée. On a des photos un peu plus loin, si tu veux venir voir. Volontiers. Tu vois Christine, quand je te parlais du niveau d'eau, ici en 2004, l'eau a atteint cette hauteur-là. Ouais. Et en 1977, c'était encore plus haut. Oh, puis en 1990 là-haut? Oui, Mais non, oui, oui. Et toute cette partie était noyée. Le tunnel plein d'eau. tout était plein d'eau. Tout était plein d'eau.
Incroyable. Allez, on sort vite de cette zone dangereuse. Oui. Allez. On s'en va. Mais dis-moi Patrick, on est où ici? On est dans la cathédrale, c'est le terminus de la partie touristique. Cathédrale parce qu'on a 50 mètres de hauteur. Si tu dis que c'est le terminus pour le public, ça veut dire que c'est pas le terminus pour tout le monde ou bien? Et, non, il faut être spéléologue pour continuer. Donc, spéléologue et plongeur. Hein. Alors, Et on continue comment par là alors? c'est facile, on escalade les blocs. Après, on a une galerie très grande. Ça continue à être grand jusqu'à une autre escalade. Et puis, ça continue comme ça. On arrive au siphon des blocs numéro 2, qui est l'obstacle principal pour les non-plongeurs. Alors, normalement, on doit plonger ce siphon. Et puis, depuis une vingtaine d'années, on a installé un système de pompage qui permet de vider le siphon. Et comme ça, on peut traverser en bateau. Ce qui permet à tout le monde, enfin à tous les spéléologues, d'aller jusqu'au bord du siphon du désespoir. Et d'assister les plongeurs. C'était ça l'idée. Voilà, Mais exactement. pourquoi du désespoir? Parce que les premiers explorateurs, ils ont plongé le siphon d'entrée, ils ont passé le siphon des blocs numéro 1, ils ont passé le siphon du bloc numéro 2, ils sont arrivés au bord du siphon du désespoir. Il y a un plongeur qui est descendu le puits de 15 mètres, qui a plongé, et il est arrivé à 40 mètres de profondeur et il n'a pas trouvé la suite. Donc, en ressortant, comme c'était une grosse expédition, il a appelé ça le siphon du désespoir. Alors le siphon a été passé après, mais on doit rappeler que les premières plongées au siphon du désespoir, la cavité touristique n'existait pas. C'est-à-dire que les plongeurs, ils se farcissaient la plongée de la source d'entrée, la progression complète. Donc il n'y avait aucune facilité. Ouais. Maintenant, les explorations se font avec l'accord des exploitants touristiques. On a toute l'équipe de porteurs qui viennent parler de la progression, béton, marche, tout ça. Et puis depuis là, ben, on est à pattes dans les blocs, mais il y avait vraiment une exigence supplémentaire pour les premiers explorateurs du fond qui fait que c'était rude. À moins 40, ils n'ont pas trouvé la suite. Et puis c'est une nouvelle plongée dans les années 90, 80-90, qui a permis de trouver la suite. En fait, le siphon passe à 58 mètres de profondeur, par une étroiture, et ressort de l'autre côté. On retrouve la rivière, et puis dans une galerie qui est assez chaotique, et jusqu'au prochain siphon. Actuellement, on est au 6e siphon. Et toi, tu fais les plongées là-bas? Non, là-bas, le désespoir, c'est un peu profond pour moi. Donc tu t'arrêtes juste avant le désespoir? Voilà, je vais porter le matériel au bord de D'accord. l'eau et j'attends les plongeurs pendant leur expédition ou je reviens à l'extérieur, enfin, etc. Et puis alors le fond, donc là maintenant au niveau 6, au niveau distance, c'est à peu près 2 km de l'entrée. Et puis on est, allez, on va dire, ouais, sous le parc animalier du Mont d'Orsay à peu près. On s'approche de là d'où vient l'eau, d'où le grand rêve de Patrick. Oui, en fait, on va continuer tout droit depuis le Mont d'Orsay, on va direction Lac Brenner. Et puis un jour, on pourra aller tirer le bouchon et puis vider le lac. Il y en a qui va en prendre beaucoup sur la figure. Hein. C'est le vieux fantasme des plongeurs de Valence. Alors, c'est clair que si vous avez été voir l'entonnoir de Bonport, c'est là-dessus qu'on va, c'est la direction. Tout à fait. Ce qui est intéressant, pour faciliter les explorations, on a installé un système de caveling, c'est-à-dire qu'on mesure en continu le niveau d'eau au siphon des blocs numéro 2 et à la source. Et c'est des données qui sont envoyées à l'extérieur Sur Internet, automatiquement. ça évite d'aller voir est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas. Donc pour planifier les plongées, c'est essentiel. Tout à fait. Exemple, actuellement, ça ne passe pas. Mais dans une semaine, ça sera bon. Et il suffit de consulter Internet pour le savoir. Et puis, vous avez des projets futurs? Le but, c'est d'aller toujours plus loin. Là, on sait qu'on a un siphon, le 6e, qui part en profondeur. Et en fait, on s'est arrêté sur manque de mélange adéquat pour aller en profondeur.
Ouais, mais ça devient high-tech. Hein. Mais il y a très très peu de gens qui sont dans le créneau pour aller dans des plongées aussi compliquées que celle-là. Exact. Et en plus, il faut compter 15 heures d'expédition. En fait, les problèmes, ce n'est pas vraiment la plongée, c'est plutôt entre les siphons. Il faut chaque fois, évidemment, sortir de l'eau, poser son matériel, le transporter au siphon suivant, se rééquiper, contrôler tout le matériel, replonger, etc., etc. Parce que pas jamais oublier que quand on est dans le siphon, les bouteilles pèsent pas lourd, mais quand on sort, elles pèsent très lourd. C'est de la ferraille et de l'épaisse. Ben, il va falloir reprendre le suivi de l'orbe dans l'autre sens. Très bien. Moi, je vous suis. Ben, merci Patrick, on ressort. Un grand merci Patrick pour cette balade que nous avons pu faire grâce à toi. Et puis nous voilà devant cette marmite qui est la marmite du bonheur où nous pouvons jeter une pièce. Et ce que j'aimerais pour terminer, c'est que tu me dises quel est ton vœu pour qu'on puisse le faire tous ensemble avec toi. Alors, mon vœu le plus cher, ça serait de faire la traversée depuis la vallée de Joux, donc depuis l'entonnoir de Montport, et de ressortir aux grottes de Valorbe. Ah oui. Et je pense que ça se fera une fois. On peut espérer. Et grâce à ça, ça sera bientôt. Voilà. Ça sera bientôt. On y croit. On y croit. Bravo. Merci Patrick. Merci. Encore merci. Merci à vous. Horace Bénédict de Saussure, auteur et savant genevois, publie en 1779 son Voyage dans les Alpes, dans lequel il dit « On croit dans le pays, et avec bien de la raison, que ce sont les eaux absorbées par tous ces entonnoirs que l'on voit sortir de terre et former la source de l'Orbe à 3/4 de lieue au-dessus de l'extrémité septentrionale du petit lac. » Ainsi, en 1779, H.B. de Saussure suppose un lien entre les lacs de la vallée et la source de Valorbe, confirmé en 1893 par J. Picard. La même année, un scaphandrier plonge la source jusqu'à moins 11 mètres. Mais il faudra attendre 1964 pour les premières explorations et découvertes. En 1974, les grottes sont ouvertes au public, puis les explorations et aménagements se poursuivent. En 1987, la galerie retour est creusée. Et en 1992, on ajoute le trésor des filles. Trésor des fées qui propose des cristaux et pierres d'ici et d'ailleurs. En 2011, on aménage la cathédrale en un son chaud et lumière. En 2014, on crée une cave à fromage pour le Valgrotte. Enfin, en 2023, les visiteurs sont accueillis par un nouveau bâtiment. Mais retournons à la lumière pour suivre le cours de l'Orbe. Allez, il est temps de ressortir. Alors là, il y a un truc, ça vaut le coup, viens voir. Alors c'est un bloc qui nous parle de la région. Il est intéressant. C'est manifestement un bloc de l'Appia, donc qui était comme ça avant, ça c'était la face dessus, la table si tu veux. Et puis il a été fracassé, puis il arrive de là-haut. Il se trouve là en exposition. Et il nous montre vraiment des structures qu'on trouve sur tous les Lapia, les champs de pierre. C'est un terme savoyard, Lapia, mais qui veut dire champ de pierre. Entre autres de nos régions, toutes les parties Montendre et compagnie, c'est un calcaire qui est fissuré, et puis dont les fissures ont été agrandies par la corrosion des eaux. D'accord. C'est vraiment démonstratif de ce qui se passe dans le coin. Ça montre que le calcaire est fissuré de partout, entre autres, et qu'il est soluble dans l'eau un peu chargée de gaz carbonique. Et puis c'était donc, en fait, là-dessus passait de l'eau
qui a creusé. Alors elle n'a pas gentiment ou elle a forcément stagné? ruisselé. Il faut perdre l'idée que c'est de l'eau qui a coulé pour creuser. C'est de l'eau qui simplement en place, elle creuse, elle mange comme un acide très faible. Ah, ok. Elle attaque la roche. Beaucoup sous la neige. Il y a des concentrations plus élevées sous la neige parce que la température est plus froide. Etc. Enfin, donc il y a plus de... c'est plus soluble en gaz carbonique. Et puis le fait qu'on voit que c'est arrondi, c'est que ça n'a pas Mais explosé. c'est parce qu'il y a aussi des mouvements, donc c'est pas, Ouais. on ne peut pas caricaturer, mais il faut, c'est pas comme on creuse une rivière, c'est Voilà. vraiment la démonstration de la dissolution du calcaire par les eaux de pluie ou qui ont traversé un tapis végétal, un D'accord. lapia. Et puis, c'est quoi ces sources? Ah, ça c'est bien ça. Ouais, viens voir, tiens, on va aller voir mieux là. C'est un joli petit nom, on appelle ça des griffons, comme l'animal fantasmatique là. Alors il y en a tout plein, hein. Moi, j'en ai aperçu un là-bas, Ouais. 2, 3, j'en vois un là-bas. On en a vu tout à l'heure en venant de la grotte, il y en a jusqu'au parking. Toutes ces petites sources, c'est le complément de ce qui sort à la source de l'Orbe. Alors le calcaire fissuré qu'on vient de voir, tout ça c'est fissuré, donc il y a de l'eau partout. Il n'y a pas que dans la gentille rivière souterraine qui fait le gros débit, mais tous ces petits débits, c'est important, ça s'ajoute. Ça vient Donc, nourrir l'Orbe. alors ça fait partie du réseau souterrain de l'Orbe et puis ça la rejoint. Ah puis là, bah tiens, ah bah ça c'est extraordinaire. Il y a le confluent avec l'autre source, Ouais. les gerlettes. Ça c'est un truc vachement intéressant. Mais on ne la voit pas bien, on va se rapprocher. Voilà, ça a l'air bien par ici. Ah ouais, Ah regarde ça. ouais. Alors on voit quand même, ça c'est la source des gerlettes, hein, qui donc retrouve l'Orbe. Je dis retrouve parce que en amont on en a parlé, il y a ces deux réseaux, puis c'est un petit peu enchevêtré hein, dans le massif, mais c'est quand même deux réseaux indépendants. On a l'impression que les gerlettes là font peut-être un quart du débit de l'Orbe, donc c'est quand même pas négligeable. Hein. C'est quand même, ouais, c'est un apport d'eau important. Voilà. Les gerlettes, l'Orbe, qui deviennent l'Orbe. Qui vient de l'Orbe. Bien, on va continuer notre périple. Avant de poursuivre notre descente de l'Orbe, intéressons-nous à cette source des Galettes et à son réseau de grottes gigantesques dépassant les 30 km de galerie. Mais il faudra attendre le prochain épisode pour découvrir le réseau des filles.